Dans la maison de la richesse, les ombres exigeaient le sang des apprenants. Si vous viviez quelque part dans l'Est et que vous n'aviez pas entendu parler du chef Azoka, franchement, vous viviez sous un rocher. Cet homme n'était pas seulement riche. Il était une affiche ambulante du succès. Il commerçait dans les pièces détachées de moteurs, et pas du genre ordinaire qu'on négocie au coin d'une rue. Non, son empire s'étendait à travers le Nigeria comme un réseau de veines. Des boutiques à Onitsha, Aba, Lagos, Kano, et même jusqu'à Soto. Si vous voyez un camion sur la route transportant des pièces détachées, il y avait de fortes chances qu'il soit lié à lui d'une manière ou d'une autre. Et le chef Azoka ne gérait pas ses boutiques seul. Aucun mortel ne le pouvait. Il avait des apprenants partout, des garçons venant de différents villages à travers l'Igboland. Chaque décembre, sa cour ressemblait à une conférence de jeunesse. Grands, petits, maigres, gros, à la peau claire, à la peau foncée, des jeunes hommes de toute forme et taille qui avaient juré leur loyauté à l'ogre. Pour eux, il n'était pas seulement un employeur. Il était une université, une figure paternelle, et parfois un dictateur avec une canne qui ne prenait jamais sa retraite. Chez lui, il avait une femme qui lui tenait tête mot pour mot, Madame Edna. Elle était grande, élégante, et avait une langue si acérée qu'elle pouvait faire plier même les locataires les plus têtus. Quand elle parlait, sa voix portait le poids d'une épouse et d'une actionnaire. Ensemble, ils avaient des enfants, 2 garçons et une fille, tous étudiants à l'étranger. Le chef Azoka s'en vantait à chaque occasion. « Mes enfants ne vont pas seulement à l'école », se vantait-il, ses joues brillant de fierté. « Ils sont à Londres pour apprendre à devenir des citoyens du monde. Quand ils reviendront, même Dangote devra se pousser un peu. » Tout le monde riait, mais au fond, il savait que le chef Azoka ne plaisantait pas. Mais malgré toute sa gloire et sa fortune, il y avait une chose dont personne n'osait parler ouvertement à propos du chef Azoka. C'était le genre d'histoire qui ne circulait qu'en chuchotement, porté par des lèvres tremblantes, et interrompu dès que son nom apparaissait dans la rue. Tous les 2 ans, sans faute, un apprenant disparaissait. Pas 3 ans, pas 4, toujours 2. Et ce n'était jamais en décembre ou janvier, mais en juin, quand les pluies tombaient et que le tonnerre grondait comme des tambours de guerre. Cela devint un schéma que les rues remarquèrent, mais personne n'avait le courage d'affronter. Au début, les gens croyaient ses excuses. Les apprenants disparus, disait-il, avaient volé de l'argent et s'étaient enfuis. Ces garçons d'aujourd'hui, aucune discipline, se lamentait-il, mâchant une noix de cola avec une moue si convaincante qu'elle semblait presque exprimer du chagrin. Mais derrière les murs de son manoir, lorsque la grille était verrouillée et les rideaux tirés, la vérité s'asseyait comme une ombre dans la pièce. Le chef Azoka et Madame Edna savaient. Ils avaient toujours su. Les garçons disparus n'étaient pas des fuyards. Ils étaient des sacrifices. C'était toujours le même scénario. Le chef Azoka choisissait sa cible avec désinvolture, comme s'il décidait quelle chèvre abattre à Noël. Et, prends ce colis pour la rue Olanade, numéro 14. Sois rapide. Le garçon hochait la tête avec empressement, heureux qu'on lui confie une mission importante. Il partait en serrant le colis, pour ne jamais revenir. Quand son absence s'étendait jusqu'à la nuit, les rumeurs commençaient. Les apprenants chuchotaient dans la cour, la peur rampant le long de leur colonne vertébrale. Le matin, le chef apparaissait à l'atelier, sa voix tonnant de colère. « Ce garçon, après tout ce que j'ai fait pour lui, il a volé mon argent et s'est enfui. Que Dieu le juge. » Et c'était fini. Pas de recherche, pas de rapport à la police, juste le silence et un autre nom rayé d'une liste invisible. Puis un soir, il reçut un appel du village lui annonçant que sa seule sœur était morte, ne laissant que son fils sans père, son mari étant décédé bien avant elle. Après l'appel, le chef Azoka se rendit au village pour l'enterrement. Il n'avait pas prévu de s'attarder longtemps. L'enterrement était assez lourd, avec les femmes en pleurs, les poignées de main interminables, le poids de la tradition pesant sur sa poitrine comme un sac de ciment. En vérité, le chef Azoka n'avait jamais été là pour sa sœur de son vivant. Bien que son nom résonnât dans tous les marchés de Lagos à Kano, elle était restée au village à vendre de l'huile de palme en petites bouteilles, rapiéçant les uniformes scolaires de Shinadom avec des doigts tremblants. Les gens se demandaient souvent comment une femme avec un frère si riche pouvait encore lutter ainsi, mais aucune aide ne venait de lui. Maintenant, debout devant sa tombe, le chef affichait le visage d'un homme en deuil. Mais au fond, il savait.
Il n'était venu que parce que la mort ne lui avait laissé aucun choix. Pourtant, après que la foule se fut dispersée, ses yeux ne cessaient de dériver vers un coin de la cour où un garçon maigre était assis sur un banc en bois, les genoux repliés, regardant la poussière tourbillonner paresseusement dans la lumière du soir. Ce garçon était Shinadom, le seul enfant de sa défunte sœur. Le pauvre garçon venait de terminer l'école secondaire et se préparait pour le Jean quand la mort frappa et le laissa démuni. Son père était mort depuis longtemps, laissant la mère et le fils lutter seuls. Et maintenant, avec elle enterrée, Shinadom ressemblait à quelqu'un arraché d'une tempête, trempé, secoué, mais encore en vie. Le chef Azoka, un homme dont la vie était toujours enveloppée de contrôle, de richesse et de pouvoir, ressentit quelque chose le pincer à l'intérieur. Peut-être était-ce le sang. Peut-être était-ce la culpabilité. Ou peut-être était-ce la façon dont les yeux du garçon portaient un feu tranquille, refusant de se noyer dans l'auto-apitoiement. Shinadom, appelait-il, sa voix de baryton coupant le silence de la cour. Le garçon se leva rapidement, trébuchant presque sur ses tongs en caoutchouc. « Oui, monsieur, » répondit-il, sa voix respectueuse, mais fragile. Azoka l'étudia attentivement. La chemise sur son dos avait perdu sa couleur, le col usé par le temps, mais il se tenait droit, comme quelqu'un qui n'avait pas abandonné la vie. Il y avait de la fierté là-dedans, brute, non polie, mais vivante. « Tu ne resteras pas ici seul, » dit le chef, ses lèvres tachées de cola bougeant à peine. « Prépare tes affaires. Dès aujourd'hui, tu me suis. Tu es mon sang. Tu vivras avec moi et tu apprendras le commerce. » La gorge du garçon se serra, mais il hocha la tête rapidement, retenant les larmes qui voulaient couler. La gratitude rugissait en lui car il avait été sauvé de la solitude. Quand le convoi de SUV noirs quitta le village ce soir-là, les villageois bordaient la route poussiéreuse, chuchotant et pointant du doigt. Ils regardaient le garçon monter dans l'un des véhicules, un petit sac en nylon serré dans sa main, tout ce qui restait du monde de sa mère. Certains le plaignaient, d'autres l'enviaient. Une fois en ville, Shinadom fut rapidement englouti par le rythme du monde du chef Azoka. Le manoir seul était écrasant. Des murs hauts, des sols en marbre reflétant la lumière comme de l'eau, des voitures alignées proprement dans la cour, des apprenants courant comme des soldats à la parade. Pendant les premiers mois, le garçon rêvait encore de l'école, serrant son cahier de chimie usé la nuit, murmurant pour lui-même les formules qu'il connaissait autrefois par cœur. Mais lentement, le bourdonnement de l'éducation fut noyé par le cliquetis des pièces de moteur, le comptage des liasses de billets, les ordres secs de son oncle. Le commerce devint sa salle de classe. Il apprit à parler aux clients, à négocier sans cligner des yeux, à repérer les fausses pièces détachées juste à l'odeur. Et bien que quelque chose au fond de lui aspirât encore à la vie universitaire, il avala ce rêve, reconnaissant au moins de ne pas pourrir au village. Mieux valait être utile ici qu'inutile nulle part, se rappelait-il. 1 an et 10 mois passèrent comme un bus à toute vitesse. Shinadom grandit, devint plus fort, plus confiant. Ses mains n'étaient plus douces à cause des travaux scolaires. Elles étaient calleuses à force de soulever des boîtes de vitesse et de rouler des pneus. Même le chef Azoka commença à remarquer son intelligence. Parfois, il tapotait le dos de son neveu et disait « Celui-là, il me rendra fier. » Mais derrière les applaudissements de la vie quotidienne, un tambour plus sombre battait. Un soir, alors que le ciel était lourd de nuages et que la ville sentait la pluie, le chef Azoka s'habilla d'un cafetan noir simple et quitta le manoir discrètement. Il dit à Madame Edna qu'il assistait à une réunion de confrérie. Elle ne posa pas de questions. Elle ne le faisait jamais. Elle se contenta de presser ses épaules de sa paume et murmura « Fais attention ». La réunion se tenait dans un vieux entrepôt à la périphérie de la ville, un endroit que personne ne soupçonnerait. À l'intérieur, l'air était épais de fumée et de chuchotements. Des hommes de pouvoir, des magnats des affaires, des politiciens, des propriétaires terriens étaient assis en cercle, chacun avec une bougie allumée devant lui. Au centre se tenait le grand maître, son visage à moitié caché sous une capuche rouge, son bâton frappant le sol à chaque pose. Quand ce fut au tour du chef Azoka d'avancer, il s'inclina, sa chaîne en or soigneusement rangée, son agbada plié proprement. La voix du grand maître était basse mais tranchante, coupant le silence. « Azoka, ta richesse perdure, ton nom grandit, tes maisons se multiplient, mais tu sais ce qui te soutient. Tu sais ce qui fait couler la rivière. » Le chef déglutit difficilement,
hochant la tête. Oui, maître. Le bâton frappa une fois, 2 fois. Ce juin, le sacrifice doit avoir lieu. Et ce sera le garçon, celui que tu as pris sur la tombe de ta sœur. Shinadom. Les mots tombèrent comme des pierres. Pendant un instant, le chef Asoka cligna des yeux, son cœur trébuchant dans sa poitrine. Mais c'est mon sang. Le grand maître se pencha en avant, sa capuche glissant juste assez pour révéler des yeux qui brillaient faiblement à la lumière des bougies. Le sang le rend plus fort. Ne discute pas. Le garçon est marqué. Il doit être donné. La salle devint silencieuse. Les bougies vacillèrent violemment, comme si l'air lui-même était d'accord. Le chef Asoka s'inclina à nouveau, mais ses paumes étaient moites. Il avait envoyé de nombreux apprenants à leur destin auparavant. Mais cela, c'était différent. Le chef Asoka ne dormit pas cette nuit-là. Il se tournait et se retournait sur le grand lit de son manoir, fixant le plafond qui semblait soudain plus bas que d'habitude. Les mots du grand maître résonnaient dans sa tête comme un tambour obstiné. Le garçon est marqué. Il doit être donné. Pour la première fois depuis des années, le chef ressentit quelque chose comme de la peur le ronger. Shinadom n'était pas juste un autre apprenant choisi dans un village lointain. C'était du sang, le seul enfant de sa sœur, le garçon qu'il avait emmené de la tombe avec la promesse de lui donner un avenir. La pensée de l'envoyer à son sort en juin fit tressaillir la poitrine du chef. Même s'il n'avait jamais aidé sa sœur de son vivant, il n'avait pas prévu d'utiliser son seul fils comme sacrifice. À côté de lui, Madame Edna remua. Elle avait observé son mari assez longtemps pour savoir quand son esprit était agité. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, sa voix plate mais inquisitrice. Le chef exhala lourdement, se frottant le front. « C'est Shinadom. Le grand maître a dit que le garçon est le prochain. Mon propre neveu, le fils de ma sœur. Comment puis-je » Madame Edna se redressa lentement, son pagne glissant de son épaule. La faible lueur de la lampe de chevet éclairait ses pommettes acérées. Elle secoua la tête, presque amusée par son hésitation. « Asoka, dois-tu toujours prétendre avoir un cœur tendre quand il est temps de faire ce qui doit être fait ? Toi, plus que quiconque, devrais savoir que le sentimentalisme est dangereux dans notre genre de vie. » Le chef se tourna vers elle, sa voix rauque. « Mais c'est du sang. » « Du sang » ricana-t-elle, agitant la main comme pour chasser une mouche. « Et alors, Asoka ? Laisse-moi te dire, personne ne connaît ce garçon. Personne ne s'en soucie. S'il disparaît demain, qui le questionnera ? Les villageois ? Ils applaudiront et diront que tu l'as formé avant qu'il ne s'enfuit. Sa mère est partie, son père oublié depuis longtemps. Il est seul dans ce monde. C'est pourquoi il est parfait. » Le chef se frotta la mâchoire, silencieux. Madame Edna se pencha plus près, son ton plus froid, presque cajoleur. « As-tu oublié ce qui est en jeu ? Tes boutiques à travers le pays, tes maisons, ta richesse, le nom qui fait plier les gens quand tu entres dans une pièce. Veux-tu tout jeter pour un garçon qui sent encore le tableau noir et les cahiers d'exercice ? Asoka, ne sois pas insensé, sacrifie-le, scelle ta fortune, passe à autre chose. » Ces mots s'installèrent en lui comme du poison déguisé en logique. Lentement, il hocha la tête, bien que sa poitrine semblât vide. Dans les quartiers des apprenants, Shinadom était allongé sur son tapis, s'endormant après une longue journée à porter des blocs moteurs et à servir des clients. Il rêvait d'université, peut-être un jour devenir ingénieur. Il ne savait pas que pendant qu'il dormait, son oncle et sa tante avaient déjà plié son nom dans un marché secret, et que Juin l'attendait avec sa faim silencieuse et impitoyable. Mais à partir de cette nuit, les rêves de Shinadom commencèrent doucement, comme des échos légers d'une voix qu'il pensait avoir perdue. Sa mère se tenait devant lui, enveloppée dans le même pagne bleu délavé qu'elle portait si souvent de son vivant. Elle ne pleurait jamais, ne le grondait jamais, le regardait simplement avec ses yeux qui semblaient porter plus que les mots ne pouvaient contenir. Parfois, elle était silencieuse, l'observant comme si elle mesurait sa force. D'autres fois, elle tendait la main comme pour l'attirer plus près. Mais juste avant que ses doigts ne touchent les siens, le rêve se brisait, et il se réveillait, le cœur battant. Il ne parlait jamais de ses rêves à personne, pas même aux autres apprenants. Il se moquerait et appellerait cela des sottises de village. Pour lui, cependant, c'était différent.
On aurait dit que sa mère essayait de l'atteindre depuis un endroit qu'il ne pouvait pas voir. Mais elle ne disait jamais rien de clair. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste sa présence lourde de sens. Une nuit, elle se tenait près d'une rivière, le clair de lune scintillant sur l'eau. Shinadom essayait de traverser à gué pour la rejoindre, mais chaque pas s'enfonçait plus profondément dans le sable. Sa mère leva la paume et secoua lentement la tête. Le regard dans ses yeux le transperça, mi-tristesse, mi-urgence, mais toujours sans mots. Il se réveilla en sueur, une lourdeur dans la poitrine, comme si quelque chose avait été dit sans être prononcé. Le jour, il s'enfouissait dans le travail, reconnaissant pour le toit au-dessus de sa tête et les repas qu'il n'avait pas à mendier. Et toujours, la nuit revenue, sa mère apparaissait, son visage net dans la demi-lumière de son sommeil. Elle ouvrait la bouche, les yeux pleins d'urgence, mais aucun mot ne sortait. Seulement le silence, seulement des gestes. Parfois, elle secouait la tête avec véhémence. Parfois, elle tendait les bras comme pour le tirer en arrière de quelque chose. À chaque fois, il se réveillait, haletant, le cœur battant, la sueur trempant sa chemise. Puis le jour arriva. Le chef Asoka était assis dans le salon, une noix de cola soigneusement cassée dans sa paume. La télévision était allumée mais muette, montrant un match de football qu'il ne regardait pas. Madame Edna était assise à côté de lui, son visage indéchiffrable, ses doigts tapotant lentement contre l'accoudoir de la chaise comme un batteur qui s'échauffe. Shinadom, appela le chef. Le garçon se précipita, s'inclinant légèrement. Oui, monsieur. Asoka tendit un petit colis soigneusement emballé, ses yeux fixés sur Shinadom, stable, froid, comme s'il testait quelque chose en lui. Apporte ça à la rue Olanade, numéro 14. Remets-le à la grille. Ne perds pas de temps. Reviens directement. Shinadom hocha la tête, serrant le colis contre sa poitrine. Oui, monsieur. Et il partit. En marchant, le colis semblait devenir plus lourd dans ses mains, bien qu'il ne fût pas plus grand qu'un pain. Chaque pas résonnait trop fort contre le trottoir, comme si la ville s'était vidée pour lui seul. À un moment, il s'arrêta sous un lampadaire vacillant. Le souvenir du dernier rêve de sa mère revint en force. Son visage tordu d'urgence. Sa main tendue vers lui. Sa bouche ouverte, assez grande pour crier, mais aucun son n'en était sorti. Le silence dans ce rêve avait été plus fort que n'importe quel cri. Shinadom se secoua, ajustant le colis sous son bras. Le chagrin, murmura-t-il sous son souffle. Juste le chagrin. Enfin, il atteignit la rue Olanade. Le numéro 14 se dressait au bout, une grille noire et haute, ses murs humides de mousse. D'étranges lignes de craie étaient tracées faiblement sur la grille, presque effacées par la pluie, mais brillant encore légèrement sous le ciel terne. Il se figea, l'estomac noué. Quelque chose en lui murmurait de faire demi-tour, mais alors la grille s'ouvrit lentement d'elle-même. Le souffle de Shinadom se coupa. Le visage de sa mère clignota à nouveau dans son esprit, ses mains tremblantes dans ce rêve sans fin. Puis il entra. La cour sentait la terre humide et quelque chose d'autre. Quelque chose de faible mais aigre, comme du vieux sang mélangé à de la rouille. La maison elle-même était haute et avait l'air fatiguée. Ses murs étaient tachés de moisissures. Aucun rideau ne pendait aux fenêtres. Elle le fixait comme des yeux aveugles. « Bonjour », appela Shinadom, sa voix tremblant légèrement. « J'ai apporté un colis du chef Asoka. » Pas de réponse. Puis la grille se referma derrière lui avec un clang qui le fit sursauter. Sa respiration s'accéléra, mais il avança, serrant le colis plus fort, comme s'il pouvait le protéger. Puis il l'entendit, un frottement, un bruit de traînement comme des pieds nus sur du ciment rugueux. Ses yeux se tournèrent vers la véranda, et là, il y avait une silhouette assise sur un tabouret bas, enveloppée dans l'ombre, la tête penchée, les mains posées sur les genoux. « Apporte-le », râpa la silhouette. La voix n'était ni masculine ni féminine, ni vieille ni jeune. Elle semblait ramper le long des murs avant d'atteindre ses oreilles. La gorge de Shinadom se dessécha. Il força ses jambes à avancer, chaque pas lourd, comme si le sol essayait de le retenir. En s'approchant, la silhouette leva la tête. Ce qu'il vit faillit lui faire lâcher le colis. Le visage n'avait pas d'yeux, seulement une peau lisse tendue trop fort. Là où un nez aurait dû être, il n'y avait rien. Mais la bouche était large,
trop large, s'ouvrant en un sourire qui ne montrait pas de dents, seulement de l'obscurité. Shinadom se figea. Le colis trembla dans ses mains. L'image de sa mère clignota à nouveau, sa bouche ouverte en silence, ses mains désespérées. Il comprit maintenant. Elle avait essayé de crier, mais le son avait été volé. « Apporte-le », répéta la silhouette, tendant la main. L'air devint lourd, pesant sur lui. Ses doigts serraient le colis si fort que ses jointures blanchirent. Quelque chose à l'intérieur du colis bougea. Ou peut-être était-ce son imagination, mais le plus faible gémissement s'en échappa, comme une voix emprisonnée suppliant d'être libérée. Shinadom voulait courir. Ses muscles lui criaient de faire demi-tour, de se battre, de faire n'importe quoi sauf obéir. Mais ses pieds le trahirent, le portant plus près de ce visage sans yeux qui attendait. La main de la silhouette planait dans l'air, longue et fine, des veines rampant sous sa peau comme des vers. Et lentement, contre tous ses instincts, Shinadom tendit le colis. Le colis était presque dans les mains de la silhouette quand le sol sous les pieds de Shinadom trembla. Un vent froid balaya la cour, portant avec lui une odeur qu'il connaissait trop bien. La terre rouge après la pluie, l'odeur de la maison, des feux de cuisine de sa mère. Et puis elle apparut, non pas comme l'image de rêve silencieuse qui le hantait, mais surgissant de la fumée elle-même, son corps féroce, ses yeux brûlants de fureur. Elle n'était plus la femme douce qu'il avait bordée ou supplié de manger. Elle était quelque chose de plus grand, quelque chose de sauvage, une mère-esprit qui refusait de perdre son enfant dans la même tombe qu'il avait englouti. La silhouette sans yeux siffla et bondit en avant, la bouche grande ouverte pour engloutir la mère et le fils. Mais elle bougea plus vite. Avec un cri qui fendit l'air, elle arracha son pagne de ses épaules, et il s'étira de manière surnaturelle, se transformant en un drap de feu qui enveloppa la silhouette. Elle hurla, se débattant alors que les flammes brûlaient son visage sans peau. Shinadom recula en titubant, le cœur battant à tout rompre. Le colis au sol s'ouvrit complètement, libérant une tempête d'ombre, des visages de garçons, des apprenants perdus des années passées, leurs yeux creux tendant la main, leurs griffes cherchant à l'entraîner. Ils tourbillonnaient autour de lui, tirant, traînant, le suppliant de rejoindre leur silence sans fin. Sa mère rugit à nouveau. D'une main, elle attrapa les ombres, les repoussant comme si elles ne pesaient rien. Son autre main frappa le sol, et de là s'éleva une colonne de lumière coupant à travers la tempête. La silhouette sans yeux se libéra de son pagne en flammes et bondit, les griffes tendues vers Shinadom. Elle l'intercepta, luttant avec elle, ses bras enserrant son cou. Les deux forces s'écrasèrent l'une contre l'autre, le son comme un tonnerre divisant la cour en deux. « Cours, Shinadom » cria-t-elle, sa voix brute, puissante, vivante. « Je ne peux pas te laisser » hurla-t-il, les larmes coulant sur son visage. « Tu dois » grogna-t-elle, forçant la créature à terre, ses cris résonnant dans la nuit. « Je suis déjà partie. Mais toi, tu vis encore. » La silhouette se tordit violemment, la traînant sur le sol, ses griffes lacérant, mais elle tint bon, son emprise inébranlable. Des flammes jaillirent autour d'eux, la cour tremblant comme si la terre elle-même essayait de décider qui favoriser. Avec un dernier élan, elle leva la tête et cria, non pas de douleur, mais de défi. Un cri si fort, si rempli de rage et d'amour que les ombres se brisèrent en fragments de poussière. La silhouette sans yeux convulsa et les grilles du numéro 14 explosèrent. « Va » ordonna T.L., sa voix faisant trembler l'air. Shinadom, à moitié étourdi, força ses jambes à bouger. Il s'élança à travers la grille ouverte, le monde tournant, l'air nocturne giflant son visage alors qu'il trébuchait dans la rue. Derrière lui, la cour s'effondra sur elle-même, les cris de la créature engloutis dans le feu. Il se retourna une fois, juste une fois, et vit la silhouette de sa mère debout, haute dans les flammes, la tête droite, les bras grands ouverts, retenant l'obscurité avec tout ce qu'elle avait. Puis le feu consuma tout. Et Shinadom était seul, tremblant au milieu de la rue Olanade, vivant uniquement parce que sa mère avait choisi de se battre même dans la mort. Quand il entra en titubant dans le salon ce soir-là, pieds nus et tremblants, le chef Azoka était avec Madame Edna, sirotant du vin de palme. La noix de cola glissa de sa main, sa mâchoire se décrocha. « Jésus » haleta le chef, sa voix se brisant. « Ce n'est pas possible. » Avant que Madame Edna ne puisse ouvrir la bouche, l'air dans la pièce s'épaissit. Les murs tremblèrent, les lampes vacillèrent, et puis au centre de la pièce, une ombre gonfla en une silhouette,
haute, encapuchonnée, ses yeux brûlant d'un rouge ardent. Le grand maître était arrivé, non invoqué, mais attiré par la fureur. « Tu oses » tonna la voix, faisant trembler le plafond. « Tu oses défier le pacte ?» Le chef Azoka tomba à genoux instantanément, les mains tremblantes. « Maître, maître, je ne comprends pas. Je l'ai envoyé. Je le jure. » Le regard du grand maître dépassa le chef pour se poser sur Shinadom, debout à moitié mort près de la porte. Le garçon vit. « Tu as laissé le sacrifice échouer. Tu as insulté l'autel. » Madame Edna, audacieuse comme toujours, se leva et cracha. « Maître, ce n'est pas lui. C'est le garçon. Il est maudit. Il est... » La silhouette encapuchonnée tourna ses yeux vers elle. En un éclair plus rapide qu'un souffle, un craquement de foudre invisible déchira l'air et la frappa en pleine poitrine. Madame Edna poussa un cri si aigu qu'il figea les apprenants dehors. Son corps se raidit, ses yeux se révulsèrent, et elle s'effondra, de la fumée s'échappant de sa bouche. Morte. Instantanément. Edna, hurla le chef, se précipitant vers son corps. Ses gros doigts tremblaient en touchant sa peau, déjà froide. Puis il tenta de se lever pour fuir, mais ses jambes le trahirent. Il s'élança en avant et tomba face contre terre. Il essaya encore, mais rien. Ses genoux, ses cuisses, un poids mort. Son corps s'était retourné contre lui. « S'il vous plaît » cria-t-il, frappant les carreaux de ses poings. « Maître, pitié. Pitié. » Mais la voix du grand maître le coupa comme une lame. « Tu as bâti ton empire avec du sang. Tu m'as nourri d'âme, et je t'ai nourri de richesse. Mais tu pensais pouvoir me tromper. Tu pensais pouvoir jouer au plus malin avec le pacte. » Le chef griffa le sol, son visage mouillé de sueur et de larmes, son corps massif tremblant comme celui d'un enfant. Sa bouche s'ouvrit pour plaider à nouveau, mais aucun son ne sortit. Sa langue semblait épaisse, inutile. Son corps le refusait, paralysé. Les apprenants s'entassaient à la porte, regardant avec des yeux écarquillés de terreur, trop effrayés pour bouger ou respirer. Et Shinadom, tremblant, restait figé alors que son oncle gisait au sol, impuissant, tandis que l'ombre du grand maître s'agrandissait, plus sombre, plus affamée. Puis il disparut. Le chef Azoka resta affalé sur les carreaux, incapable de bouger. Il était assis dans son fauteuil comme une statue enflée, les yeux grands ouverts mais vides, de la bave coulant de son menton. Les apprenants chuchotaient entre eux. C'était le puissant chef Azoka, l'homme dont le nom faisait trembler les marchés de Lagos à Kano. Maintenant, il était réduit à un cadavre respirant, piégé dans son propre corps, fixant sans comprendre. Un par un, les garçons commencèrent à s'éclipser. Les apprenants qui avaient servi pendant des années faisaient leurs petits sacs en silence et disparaissaient dans la nuit. Au troisième jour, la cour autrefois animée était un cimetière de tapis vides et de sandales éparpillées. Personne ne voulait rester dans la maison d'un ogre déchu. Personne sauf Shinadom. Les deux enfants à l'étranger ne se donnaient pas la peine de rentrer. Bien qu'il ait toutes les raisons de fuir, quelque chose de plus fort le retenait. Peut-être était-ce le sang. Peut-être était-ce le souvenir de l'esprit de sa mère combattant pour lui. Quoi qu'il en soit, il resta. Il baignait son oncle, lui donnait de l'eau avec une cuillère, essuyait sa bave, et s'asseyait à côté de lui dans le silence qui engloutissait le manoir. 2 semaines passèrent, lourdes et étouffantes. Le chef autrefois fier se ratatinait chaque jour, ses yeux s'enfonçant, son ventre s'affaissant. Puis une nuit, alors que la pluie battait fort contre le toit, quelque chose d'étrange se produisit. Ses mains paralysées bougèrent. Ses doigts tressaillirent, puis se crispèrent. Ses yeux s'aiguisèrent pour la première fois depuis des jours. Avec des mains tremblantes, il fit signe pour du papier et un stylo. Shinadom les plaça dans sa prise. L'écriture du vieil homme était irrégulière, inégale, mais ligne par ligne, il déversa ses crimes. Comment sa richesse avait été nourrie par le sang des apprenants. Comment tous les 3 ans, un garçon était envoyé à l'hôtel de la rue Olanade. Comment Madame Edna en avait choisi certains elle-même, riant tout en mentant pour couvrir leur disparition. Il écrivit tout, ses mains tremblantes, des larmes striant son visage. À l'aube, les pages étaient pleines. Shinadom les porta soigneusement aux stations de télévision, aux stations de radio, à chaque porte médiatique qui s'ouvrait. Le soir, la ville bourdonnait.
Les animateurs lisaient la confession à haute voix, leur voix remplie de choc. Les ondes portaient ces crimes à travers le Nigeria, traînant l'empire du chef Azoka sous la lumière. Cette même nuit, comme si son dernier devoir avait été accompli, le vieil homme exhala une dernière fois dans son fauteuil, sa poitrine se souleva, retomba, et ne se releva plus jamais. Ainsi s'acheva le chef Azoka, le propriétaire, le géant des pièces détachées, la terreur des apprenants. Pas avec des richesses ou des louanges, mais avec la honte résonnant de chaque radio. Ses péchés résonnaient plus fort que son nom ne l'avait jamais fait. Dans les 2 jours suivant sa mort, toutes ses boutiques et succursales furent incendiées par une force invisible. Puis, comme le destin l'avait voulu, un homme nommé Monsieur Okorie apparut. Un commerçant gentil qui avait connu la défunte mère de Shinadom. Quand il lut l'histoire, il chercha le garçon, posa une main sur son épaule et dit « Ta mère était une bonne femme. Viens avec moi, mon fils. Tu ne dois pas gaspiller ta vie ici. » Pour la première fois depuis sa mort, Shinadom ressentit de l'espoir. Il laissa le manoir hanté derrière lui, et sous la garde de Monsieur Okorie, il retourna à l'école. Chaque nuit, il murmurait dans l'obscurité « Maman, je ne te décevrai pas. » Déterminé à honorer son combat. Leçon morale. Le mal peut prospérer un temps, mais il s'effondre toujours, ne laissant que la honte derrière lui. La survie de Shinadom montre que l'innocence, la résilience et l'amour d'une mère sont plus forts que n'importe quelle obscurité. Peu importe à quel point elle est cachée, la vérité finit toujours par éclater. Et peu importe à quel point il est craint, le mal tombera toujours. La véritable mesure du succès n'est pas la richesse trempée dans le péché, mais une vie vécue avec intégrité, bonté et respect pour les autres. En fin de compte, le bien surpasse toujours le mal. Merci d'avoir regardé.